La vie ne va pas attendre que tu sois prêt. Pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pendant que tu cherches des excuses, quelqu'un utilise déjà ta naïveté à son avantage. Le monde n'est pas un endroit gentil, et si tu n'apprends pas à le voir tel qu'il est, tu finiras par être un pion de plus dans le jeu de quelqu'un de plus rusé. Les gens sourient, promettent, jurent amitié, mais derrière chaque mot, il y a un intérêt, une intention, un motif. Celui qui ne sait pas le lire est exposé. Tu n'as pas besoin de paranoïa, tu as besoin de clarté. Une intelligence dangereuse ne consiste pas à soupçonner tout le monde, mais à cesser d'être aveugle. La première chose que tu dois accepter est que les émotions gouvernent plus que tu ne le crois. Beaucoup de gens font confiance à leur cœur, mais le cœur est souvent le pire conseiller. Il se laisse emporter par le moment, par la peur, par le désir d'approbation. C'est ainsi que tu finis par dire oui quand tu voulais dire non, ou par croire en quelqu'un qui ne fait que t'utiliser. La clarté n'arrive pas seule. Elle se construit avec discipline, avec l'habitude de regarder les choses sans fioriture. Tu ne définis pas les gens parce qu'ils disent, mais parce qu'ils répètent dans leurs actes. Un esprit dangereux ne cherche pas à être cruel, il cherche à être libre. Libre des illusions, des tromperies, du besoin de plaire. Libre du confort qui endort et te rend faible. Libre de la peur de la vérité, aussi dure soit-elle. Celui qui maîtrise ses émotions a un avantage sur ceux qui se laissent emporter par elles. Celui qui reconnaît les schémas des autres cesse de tomber dans les mêmes erreurs. Celui qui se rappelle de la mort chaque jour profite mieux du temps et cesse de vivre pour répondre aux attentes des autres. Cette vidéo ne vient pas pour te rassurer, ni pour te dire ce que tu veux entendre. Elle vient pour te montrer 8 leçons impitoyables que tout le monde n'est pas prêt à accepter. Calmer la tempête en toi, apprendre à lire ce que les autres taisent, briser le miroir faux qui reflète des mensonges, cesser d'éteindre ta propre lumière par confort, et beaucoup d'autres vérités qui te sortiront de la fantaisie pour te ramener à la réalité. Si tu cherches du réconfort, tu ne le trouveras pas ici. Si tu cherches de la force, tu la découvriras. 1. Calme la tempête. En chaque personne, il y a une tempête. Ce n'est pas le bruit extérieur, ce n'est pas ce que disent les gens ni le chaos de la ville. C'est ce tourbillon interne qui se déchaîne chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand quelqu'un te provoque, quand tu sens que tu as été trahi. Cette tempête n'est pas visible à l'œil nu, mais elle se manifeste dans les gestes, dans les mots que tu dis sans réfléchir, dans les décisions que tu prends avec colère et que tu regrettes ensuite. Calmer cette tempête n'est pas un luxe, c'est une obligation, car si tu ne la contrôles pas, elle te contrôle. Le véritable ennemi est rarement ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont les pensées désordonnées qui amplifient tout problème. Un simple regard de mépris suffit pour raviver les souvenirs d'anciennes humiliations. Une seule critique peut rouvrir de vieilles blessures et te pousser à réagir avec colère. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils confondent force et explosion. Ils pensent que montrer leur colère les rend puissants, alors qu'en réalité, ils ne font que montrer que n'importe qui a le bouton pour déclencher leur chaos. Un stoïcien comprend que le véritable pouvoir n'est pas d'écraser l'autre, mais de ne pas se laisser entraîner dans la même boue. Calmer la tempête ne signifie pas se taire ou faire semblant de ne rien ressentir. Cela signifie respirer quand ton esprit veut crier. Cela signifie t'arrêter quand tes impulsions te poussent à attaquer. Il s'agit de t'entraîner pour que le premier coup d'une émotion intense ne décide pas pour toi. Marc Aurèle a écrit que ton esprit sera comme tu as l'habitude de l'entraîner. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la science. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu renforces ce muscle invisible de l'autocontrôle. Chaque fois que tu cèdes à la colère, tu renforces l'habitude de perdre le contrôle. Pense aux disputes que tu as eues. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu as voulu effacer par la suite? Combien de décisions hâtives as-tu prises par peur ou par colère et qui t'ont coûté plus cher que tu ne le pensais? La plupart des erreurs graves naissent dans ces secondes où la tempête interne commande. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter à ce moment-là devient son propre saboteur. Un conseil pratique pour cultiver ce calme est le silence bref avant de répondre. Compte jusqu'à 3, non pas comme un cliché, mais pour te donner de l'espace pour réfléchir.
Un autre est de t'entraîner physiquement. L'exercice ne renforce pas seulement le corps, il régule aussi les hormones qui alimentent l'anxiété et la colère. Apprends à respirer profondément. Quelque chose d'aussi simple que cela semble inutile, mais qui fonctionne comme une encre quand tu sens que tout va déborder. Et surtout, évite de chercher une vengeance immédiate. Le besoin de rendre le coup est le signe le plus clair de faiblesse. Il montre que l'autre dirige encore tes émotions. Les gens respectent celui qui ne réagit pas facilement, même s'ils ne l'admettent pas. Il y a quelque chose de déconcertant chez quelqu'un qui ne perd pas son sang-froid, qui peut recevoir des insultes et répondre avec un regard calme. Ce calme désarme. Un adversaire qui crie attend des cris. Il ne sait pas quoi faire lorsqu'il rencontre un mur de sérénité. Le monde est plein de provocations et de personnes qui projettent leur chaos sur les autres. Tu ne peux pas arrêter le vent ni contrôler la mer, mais tu peux apprendre à être le capitaine qui ajuste les voiles au milieu de la tempête. Calmer la tempête n'est pas fuir le conflit, c'est le maîtriser en commençant par toi-même. Quand tu y parviendras, tu remarqueras que la plupart des problèmes deviennent plus petits, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que ton esprit a cessé de les nourrir. C'est le premier signe que tu développes une intelligence dangereuse, le pouvoir de te gouverner quand tout autour de toi essaie de te faire perdre le contrôle. 2. Lisse ce qu'ils taisent. La plupart des gens parlent beaucoup mais disent peu. Chaque geste, chaque pose, chaque regard fuyant révèle plus que de longs discours. Celui qui apprend à lire ce qui n'est pas dit devient presque impossible à tromper. La vérité est rarement dans les mots. Elle est dans les silences, dans les détails que d'autres négligent. Cette compétence n'est pas un talent mystique, c'est une discipline pour observer sans distraction et comprendre que le comportement humain laisse des traces plus claires que n'importe quelle promesse. Pense aux fois où quelqu'un t'a assuré que tout allait bien, mais son ton était plus froid que d'habitude. Ou quand quelqu'un a souri alors que ses yeux semblaient éteints. Ces contrastes sont le véritable langage des émotions. La plupart les ignorent, parce qu'ils sont trop occupés à attendre leur tour pour parler ou à réagir à l'évidence. Un stoïcien, en revanche, apprend à rester immobile, à laisser l'autre personne se révéler d'elle-même. Tu n'as pas besoin de confronter, il suffit de prêter attention. La première étape pour lire ce qu'ils taisent est d'apprendre à te taire. Pendant que tu parles, tu n'observes pas. Pendant que tu essayes de convaincre, tu n'écoutes pas. Le silence est ton meilleur outil. Non pas comme une arme passive, mais comme un espace pour voir ce que les autres essaient de cacher. Cela inclut l'apprentissage à remarquer les modèles, comment quelqu'un traite les autres lorsqu'il pense que personne ne le regarde, comment sa voix change lorsqu'il mentionne certains sujets, à quelle vitesse il promet quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Les modèles ne mentent pas, même si les mots le font. Tu dois également entraîner ton intuition, qui n'est pas de la magie, mais la somme de milliers de petits signaux que ton cerveau capte sans que tu t'en rendes compte. Si quelque chose te dérange dans une conversation, il y a une raison. Peut-être un geste incohérent, un micro-changement de posture, un regard qui s'est détourné au bon moment. Au lieu de l'ignorer, demande-toi ce que cela signifie. Il s'agit d'accepter que chaque personne, y compris toi, a des intérêts, des insécurités et des limites. Voir cela clairement te permet de prendre de meilleures décisions sur à qui confier ton temps et ton énergie. Cela t'épargne des déceptions parce que tu arrêtes d'attendre de la cohérence de ceux qui n'agissent pas avec elle. Un exercice pratique pour développer cette compétence est d'observer les gens dans des situations quotidiennes, dans les transports en commun, au travail, lors des discussions familiales. Remarque comment ils gesticulent, comment ils réagissent au stress, quels mots ils répètent lorsqu'ils essaient de se justifier. Fais-le sans juger, enregistre simplement. Un autre conseil est d'arrêter d'interrompre les conversations. Le silence inconfortable oblige souvent l'autre à en dire plus qu'il ne l'avait prévu. Le véritable avantage de lire ce qu'ils taisent n'est pas de découvrir les mensonges des autres, mais de comprendre la nature humaine. Tu commences à remarquer que la plupart des conflits proviennent de la peur, de l'orgueil blessé, de désirs cachés que les gens ne savent pas exprimer. Cette compréhension te rend moins réactif et plus stratégique. Tu peux voir venir les trahisons,
Mais tu peux aussi offrir de la compassion là où d'autres ne voient que des attaques. Une intelligence dangereuse ne se mesure pas par le nombre de secrets que tu arraches aux autres, mais par la clarté avec laquelle tu interprètes leurs signaux sans tomber dans les illusions. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir l'avantage, il te suffit d'observer calmement. Dans un monde où tout le monde essaie d'impressionner avec des mots, tu gagneras en apprenant à écouter ce que le silence crie. Celui qui maîtrise cette leçon cesse d'être une cible facile pour les tromperies et commence à se déplacer avec la certitude de quelqu'un qui voit sous la surface. 3. Brise le miroir faux. Le plus grand piège dans lequel nous tombons ne vient pas de l'extérieur, mais du reflet que nous renvoie un miroir déformé. Ce miroir est fait d'opinions étrangères, d'attentes sociales et de comparaisons que nous prenons pour des vérités. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à mesurer notre valeur par les applaudissements que nous recevons, par les étiquettes que les autres nous collent et par l'éclat que nous parvenons à montrer en public. Mais ce que le miroir montre n'est presque jamais la réalité, mais une version conçue pour plaire. Briser ce faux miroir n'est pas un acte symbolique. C'est un coup direct contre les illusions qui te gardent prisonnier. Pense à combien de tes décisions ont été basées sur le regard des autres. Étudier une carrière que tu n'aimais pas pour ne pas décevoir ta famille. Maintenir une relation brisée par peur du qu'en dira-t-on. Feindre la confiance alors qu'à l'intérieur, tu te sens effondré. Chacun de ces pas renforce le reflet d'un moi qui n'existe pas vraiment. Les gens ont tendance à confondre l'acceptation sociale avec l'authenticité, mais ce sont des opposés. Tant que tu chercheras à plaire à tout le monde, tu ne sauras jamais qui tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que l'opinion extérieure est un bruit inutile, car elle n'est ni sous ton contrôle, ni ne définit ta vertu. Marc Aurèle a écrit « Ce qui nous trouble, c'est plus l'idée que nous nous faisons des choses que les choses elles-mêmes. Il en va de même pour l'image. Ce qui te blesse n'est pas ce que tu es, mais ce que tu crois que les autres pensent que tu es. » L'intelligence dangereuse commence lorsque tu décides de briser cette dépendance, même si le reflet qui reste n'est pas aussi brillant ni aussi confortable que tu l'espérais. Briser le faux miroir fait mal, parce qu'il détruit des illusions qui, bien que nuisibles, apportaient un certain réconfort. Cela signifie accepter que tu n'es pas aussi spécial que tu le souhaiterais, mais pas non plus aussi insignifiant que tu le crains. C'est faire face à des défauts réels sans les déguiser, et reconnaître des talents que tu as peut-être ignorés par peur d'être jugé. Il n'y a pas de véritable croissance sans cette confrontation inconfortable. Une pratique utile pour progresser dans ce domaine est l'auto-examen honnête. Écris tes motivations avant de prendre des décisions importantes et demande-toi combien d'entre elles proviennent du désir d'impressionner ou de plaire aux autres. Fais souvent le silence pour écouter ce que tu valorises vraiment, pas ce qu'on t'a appris à valoriser. Et entoure-toi de personnes qui te disent la vérité, pas celles qui alimentent l'image que tu essaies de maintenir. Tu verras que beaucoup des objectifs que tu poursuivais perdent leur sens lorsque tu cesses de vivre pour l'applaudissement. Les vêtements de marque, les photos qui feignent le bonheur, les relations qui ne fonctionnent que comme une exposition. Tout devient insignifiant face à la tranquillité de ne pas avoir à jouer un rôle pour t'intégrer. Ce détachement ne te rend pas froid, il te rend libre. Tu n'as plus besoin de mendier l'approbation pour te sentir valide. Le monde moderne est obsédé par les apparences, parce qu'il sait que plus tu poursuis un reflet, moins tu prêtes attention à ce qui compte vraiment. Ton caractère, tes valeurs, ta discipline. En brisant le faux miroir, tu récupères de l'énergie pour construire ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu, mais qui soutient ta vie quand tout le reste échoue. Les gens peuvent avoir une opinion, critiquer ou même applaudir, mais ils n'ont plus le pouvoir de modeler qui tu es. Un esprit dangereux ne se laisse pas hypnotiser par des éclats temporaires ou par des titres vides. Il apprend à se voir sans filtre, avec toutes ses ombres et lumières, et à partir de cette vérité agit avec cohérence. Tu peux perdre de l'approbation, mais tu gagneras du respect, y compris le tien. 4. N'éteignez pas votre lumière. La plupart des gens apprennent à s'éteindre eux-mêmes bien avant de comprendre qui ils sont.
Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à baisser la voix pour ne pas déranger, à minimiser nos réussites pour ne pas paraître prétentieux, à cacher notre passion par peur d'être ridiculisé. Avec le temps, cette habitude devient une forme de survie. Passer inaperçu semble plus sûr que de se démarquer. Mais ce qui s'éteint pour éviter le jugement des autres finit par s'éteindre aussi pour soi-même. Le monde n'a pas besoin de plus de gens soumis aux opinions des autres. Il a besoin de personnes capables de maintenir leur propre lumière allumée, même si cela dérange les autres. La lumière dont nous parlons n'est pas un charisme superficiel ni des sourires forcés. C'est votre essence, ce mélange de talent, de principes, de désirs et de visions qui vous rend unique. L'éteindre signifie se contenter de faire ce que tout le monde fait, ne pas remettre en question ce qui semble normal et renoncer à vos rêves parce qu'ils semblent trop grands pour votre environnement. Souvent, nous le faisons sans nous en rendre compte, nous adaptant au ton moyen du groupe pour ne pas détonner. Nous l'appelons humilité, mais en réalité c'est de la peur déguisée en vertu. Un stoïcien comprend que vivre pour plaire aux autres est gaspiller la seule vie qu'il a. Ne pas éteindre votre lumière signifie que vous devez oser défendre votre identité, même si cela vous fait paraître différent. Il faut du courage pour ne pas céder à la critique et de la discipline pour rester fidèle à ce que vous considérez comme juste, même lorsque personne ne vous applaudit. Votre lumière n'a pas besoin de briller plus que celle des autres. Elle doit simplement rester ferme face au vent des attentes des autres. Éteindre votre lumière commence souvent par de petits renoncements. Vous cessez d'exprimer une idée pour ne pas générer de conflit. Vous cachez un talent parce que quelqu'un l'a ridiculisé. Vous acceptez des objectifs qui ne vous motivent pas juste pour vous intégrer. Chaque concession semble inoffensive, mais ensemble, elles érodent la clarté avec laquelle vous saviez une fois qui vous étiez. Le prix à payer pour plaire à tout le monde est de vous perdre vous-même. Et le plus triste, c'est que même après vous être sacrifié, il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas. Garder votre lumière allumée ne signifie pas ignorer les autres ou tomber dans l'égoïsme. Il s'agit de vivre avec intégrité, de faire en sorte que vos actes reflètent ce que vous valorisez et non ce que les autres attendent. Cela inclut de prendre soin de votre énergie émotionnelle, d'établir des limites claires et de ne pas laisser ceux qui préfèrent la médiocrité vous entraîner vers elle. Les gens ont tendance à critiquer ceux qui osent se démarquer parce que cela leur rappelle ce qu'ils n'osent pas faire eux-mêmes. Un exercice pratique pour ne pas éteindre votre lumière est de revoir en silence les décisions que vous prenez chaque jour. Demandez-vous combien vous prenez par conviction et combien par peur du rejet. Commencez à prendre de petites actions qui reflètent votre véritable caractère. Parlez fermement quand avant vous vous taisiez. Reprenez un projet que vous avez abandonné à cause de critiques. Consacrez du temps à ce qui nourrit votre esprit et votre corps, même si les autres ne le comprennent pas. La constance dans ces gestes renforce votre identité. Le monde n'accueille pas toujours avec des applaudissements ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Mais l'authenticité, bien qu'inconfortable, inspire le respect. Celui qui voit une personne déterminée à vivre selon ses valeurs, même contre le courant, reconnaît une force qui ne peut être achetée ni feinte. Cette lumière est difficile à éteindre parce qu'elle ne dépend pas de l'approbation externe. Elle naît de la conscience que votre vie a un but plus grand que le simple fait de s'intégrer. Une intelligence dangereuse ne consiste pas seulement à comprendre la réalité externe, mais aussi à défendre la flamme interne. 5. Jugez les actes, pas les mots. Les mots sont bon marché. Ils sont dits sans effort, promis sans intention et utilisés pour dissimuler des intentions cachées. N'importe qui peut te dire qu'il te soutient, qu'il te respecte ou qu'il changera, mais à la fin, ce sont les actes qui révèlent la vérité. Juger par les mots, c'est vivre dans l'illusion. Juger par les actes, c'est vivre avec clarté. L'un des plus grands pièges de la vie est de se laisser séduire par de beaux discours et d'oublier de regarder les traces laissées par les actions des gens. Combien de fois quelqu'un t'a juré fidélité et s'est éloigné au premier moment difficile? Combien de fois as-tu entendu « tu peux me faire confiance » de la part de quelqu'un qui a ensuite trahi cette confiance? Les mots peuvent être aussi doux que le poison,
et leur pouvoir réside dans le fait qu'ils éteignent notre vigilance. Mais les actes, aussi déguisés soient-ils, ne peuvent pas soutenir un mensonge très longtemps. Celui qui répète un schéma de comportement, même s'il change les phrases, révèle sa véritable nature. Le stoïcisme enseigne à garder l'esprit sobre et à ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme de ce que les autres promettent. Épictète disait que ce ne sont pas les mots qui définissent l'homme, mais ses actes. C'est une vérité inconfortable parce qu'elle nous oblige à accepter que beaucoup de ceux qui nous entourent ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et parfois, nous ne tenons pas non plus ce que nous proclamons. Mais accepter cette vérité est le premier pas pour arrêter de vivre dans l'illusion. Juger les actes ne signifie pas devenir cynique ou se méfier de tout le monde. Cela signifie apprendre à voir avec objectivité et à reconnaître les schémas. Une personne peut échouer une fois et cela ne définit pas son caractère. Mais si elle échoue de la même manière plusieurs fois, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. C'est là que tu dois faire attention, aux répétitions, aux décisions prises quand personne ne regarde, à la façon dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. C'est plus révélateur que n'importe quel discours. Une habitude utile pour pratiquer cette leçon est d'écouter moins et d'observer plus. Lorsque quelqu'un te fait une promesse, ne te laisse pas emporter par l'émotion immédiate. Donne du temps. Regarde comment il agit lorsque la situation exige un effort. Prête attention aux petits détails, à la ponctualité, au respect qu'il démontre au quotidien, à la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est dans les gestes simples que réside souvent la vérité d'une personne. Tu dois également appliquer cette règle à toi-même. Demande-toi si tes actes soutiennent les valeurs que tu prétends avoir. Il ne suffit pas de dire que tu es discipliné si tu remets à plus tard ce qui est important chaque jour. Il ne sert à rien de prétendre avoir de l'intégrité si tu te complais quand personne ne te regarde. Te juger par tes actes te rend plus fort parce que cela élimine les excuses. Tu agis ou tu n'agis pas. Il n'y a pas de discours qui puisse le maquiller. Dans le monde actuel, plein de promesses vides et d'apparences bien entretenues, cette leçon est presque un acte de rébellion. La plupart préfèrent écouter ce qui sonne bien plutôt que de faire face à ce qui est réel. Mais celui qui apprend à valoriser les faits au-dessus des mots devient difficile à manipuler. Une intelligence dangereuse se nourrit de cette vision claire. Tu ne te laisses pas impressionner par les discours, ni séduire par les gestes théâtraux. Tu sais que le véritable caractère se mesure dans les décisions que quelqu'un prend quand personne ne regarde et dans la façon dont il traite les autres quand il n'a pas besoin de le faire. Juger les actes, pas les mots, t'épargne des déceptions et te donne une boussole fiable pour naviguer parmi les gens. C'est une arme silencieuse mais puissante, parce que pendant que les autres se perdent dans le charme des promesses, tu marches guidé par les faits. 6. Embrasse l'inconfort. L'être humain a un instinct ancien, chercher la chaleur, le refuge, la sécurité. Cet instinct a sauvé nos ancêtres des tempêtes et des prédateurs, mais dans le monde actuel, il est devenu un piège invisible. Nous vivons entourés de confort. Un bouton pour allumer la lumière, un autre pour commander de la nourriture, un autre pour nous distraire. Tout semble conçu pour éviter le moindre effort. Et bien que le confort soit agréable, c'est aussi le poison le plus silencieux. Il endort le caractère, flétrit la discipline et vous rend incapable de faire face à la vie réelle. Si tu veux développer un esprit dangereux, tu dois apprendre à embrasser l'inconfort, car c'est là que tu grandis et que les autres abandonnent. Le corps et l'esprit se renforcent de la même manière, par l'effort. Les muscles ne deviennent fermes que lorsqu'ils sont soumis à un poids. La volonté ne se durcit que lorsqu'elle fait face à la résistance. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu entraînes la faiblesse. C'est pourquoi tant de gens s'effondrent au premier obstacle. Ils ne se sont jamais habitués à l'inconfort. Ils préfèrent fuir les situations difficiles, même si cette fuite leur coûte leurs rêves. Un stoïcien sait que la douleur, la fatigue et l'inconfort ne sont pas des ennemis, mais des maîtres qui révèlent de quoi tu es fait. Pense à combien d'opportunités tu as laissé passer par peur de ressentir de l'inconfort. Des conversations inconfortables que tu as préféré éviter. Des habitudes que tu n'as pas commencées parce qu'elles faisaient mal au début.
des objectifs que tu as repoussés parce que le processus semblait trop lourd. L'inconfort n'a pas disparu. Il s'est simplement transformé en regret. Chaque renoncement à affronter l'inconfort immédiat crée un problème plus grand à l'avenir. Le confort d'aujourd'hui est la dette de demain. Embrasser l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Il s'agit de t'exposer volontairement à ce qui renforce ton caractère. C'est choisir de se réveiller tôt, même si le corps veut continuer à dormir. Sortir s'entraîner sous la pluie au lieu d'attendre un temps parfait. Entamer une conversation difficile pour résoudre un conflit au lieu de le laisser pourrir en silence. Il n'y a pas de discipline sans friction et il n'y a pas de progrès sans résistance. Un exercice pratique consiste à incorporer de petits défis quotidiens qui brisent ta zone de confort. Prends des douches froides pour entraîner ta tolérance à l'inconfort. Marche en silence sans écouteurs pour apprendre à être seul avec tes pensées. Pratique le jeûne intermittent pour reconnaître que tu n'as pas besoin de céder à l'impulsion immédiate. Ces gestes simples ne renforcent pas seulement ton corps, ils enseignent aussi à ton esprit qu'il ne mourra pas de l'effort, qu'il peut résister plus qu'il ne le pense. Le secret est de changer la perception. Arrête de voir l'inconfort comme une punition et commence à le voir comme un privilège. Chaque moment inconfortable que tu supportes volontairement est une victoire sur la peur et la paresse. Les gens qui cherchent toujours des raccourcis vivent piégés dans la fragilité émotionnelle. Mais celui qui s'expose à la dureté développe le calme sous la pression, la tempérance dans le chaos et la confiance lorsque les autres se brisent. Une intelligence dangereuse naît dans cette bande où la majorité ne veut pas entrer. Le froid de l'aube, la fatigue du travail constant, la vérité inconfortable de se regarder dans le miroir et d'admettre ses échecs. Là, tu trouves la force que personne ne peut te donner. Embrasse l'inconfort jusqu'à ce qu'il cesse de te faire peur, car le jour où tu le maîtriseras, tu découvriras que les limites que tu croyais avoir n'étaient que des zones de confort déguisées en impossible. 7. Investis dans ce qui compte. La plupart des gens vivent leur vie comme s'ils avaient un compte infini de temps et d'énergie. Ils se soucient de choses dont ils ne se souviendront pas dans un an. Ils s'épuisent dans des discussions qui ne changent rien. Et ils s'efforcent d'impressionner des gens qui ne prennent même pas le temps de penser à eux. Ils investissent dans des distractions puis se plaignent de ne pas obtenir de résultats. Une intelligence dangereuse exige d'apprendre à investir dans ce qui compte vraiment, car rien n'est plus coûteux que de gaspiller ce que vous ne pouvez pas récupérer. Le temps. Regarde autour de toi et tu remarqueras un schéma. Les gens courent partout, mais avancent rarement vers quelque chose de significatif. Ils publient pour paraître heureux, ils achètent pour combler des vides. Ils promettent que demain, ils commenceront à prendre soin d'eux. Ce chaos quotidien n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'investir de l'attention dans ce qui crie le plus fort, pas dans ce qui a de la valeur. Celui qui apprend à distinguer le bruit du but commence à prendre le contrôle de sa vie. Les stoïciens enseignaient que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous accumulons, mais de ce que nous cultivons en nous, le caractère, la discipline, la force. C'est pourquoi ils disaient que l'homme pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire trop. Investir dans ce qui compte ne signifie pas mépriser l'argent ou les réalisations matérielles, mais se rappeler qu'ils sont des outils, pas une fin. Il ne sert à rien de gagner plus si tu perds ta paix, si ta santé se détériore, ou si tu sacrifies des relations précieuses pour des choses qui ne t'accompagneront pas lorsque tout se compliquera. Pour développer cette mentalité, commence par auditer ta vie. Examine où tu dépenses ton temps et ton énergie jour après jour. Demande-toi combien de ces activités te rapprochent de la personne que tu veux être et combien te gardent simplement occupé. Peut-être découvriras-tu que tu passes des heures à discuter sur les réseaux sociaux, mais pas à apprendre quelque chose de nouveau. Que tu te prives de sommeil pour des séries que tu oublieras dans un mois, et non pour travailler sur un projet qui pourrait changer ton avenir. Une étape pratique consiste à établir des priorités claires. Prends soin de ta santé physique, car sans elle, tout s'effondre. Prends soin de ton esprit, car c'est ton outil le plus précieux.
Prends soin des relations qui ajoutent, car elles sont ton véritable réseau de soutien lorsque le monde devient hostile. Et sois impitoyable avec ce qui draine ton énergie sans apporter quoi que ce soit. Les personnes qui n'apportent que du drame, les habitudes qui ne font que te distraire, les tâches qui ne te rapprochent pas de ton objectif. Investir dans ce qui compte nécessite de la discipline pour dire non à ce qui n'ajoute pas, même si cela semble attrayant sur le moment. Cela signifie utiliser le temps avec intention, apprendre, renforcer le corps, cultiver l'esprit, construire quelque chose qui transcende les modes. Le confort momentané est cher s'il te vole l'avenir. Une intelligence dangereuse ne se mesure pas par ce qu'elle sait, mais par la façon dont elle utilise ses ressources limitées. Celui qui protège son attention, son énergie et son temps devient invulnérable au chaos extérieur, car rien ne peut acheter son focus. Au final, il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'investir mieux, dans ce qui construit le caractère, dans ce qui renforce ton but et dans ce qui fera que ta vie aura valu la peine. 8. Vise légèrement face à la mort. Tout ce qui te préoccupe aujourd'hui disparaîtra un jour, y compris toi-même. La mort n'est pas une rumeur lointaine. C'est la seule certitude que nous partageons tous, même si nous préférons l'ignorer comme si le fait de ne pas y penser la faisait disparaître. Vivre légèrement face à la mort n'est pas une pensée sombre ou pessimiste. Au contraire, c'est la clé pour te libérer du poids inutile que tu portes et donner une valeur réelle à ce que tu fais pendant que tu respires encore. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils reportent ce dont ils rêvent quand il y aura du temps, accumulent des choses qu'ils n'utiliseront jamais, supportent des relations qui les vident et se fâchent pour des problèmes si petits qu'ils ne s'en souviendraient même pas sur leur lit de mort. Cette illusion de permanence leur fait perdre ce qu'il y a de plus précieux, le présent. Celui qui comprend que l'horloge court vers une fin inévitable ne s'accroche pas à ce qui est trivial, ne gaspille pas ses jours en ressentiment et ne poursuit pas des objectifs vides juste pour impressionner. Les stoïciens ne parlaient pas de la mort pour effrayer mais pour éveiller. Marc Aurèle conseillait « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, mais sans désespoir, sans dramatisme ». Ce rappel ne cherche pas à te rendre amer, il cherche à te débarrasser de la peur. Quand tu acceptes que tu vas mourir, tu arrêtes de reporter la vie. Tu commences à choisir avec soin où investir ton temps, à qui donner ton énergie et quelle bataille mérite ton effort. Tout le reste devient du bruit que tu apprends à laisser passer. Vivre légèrement face à la mort signifie aussi te réconcilier avec ce que tu ne peux pas contrôler. Peu importe combien tu planifies, il y aura des pertes, des adieux, des tournants inattendus. Lutter contre cette réalité ne fait que t'épuiser et t'amertir. En revanche, lorsque tu assumes que rien n'est garanti, tu apprécies davantage ce que tu as maintenant. Un café chaud, le rire d'un ami, la possibilité de recommencer chaque matin. Rien de tout cela n'est insignifiant lorsque tu comprends que c'est temporaire. Une pratique simple mais puissante est de te rappeler de ta finitude chaque jour. Non pas comme une obsession mais comme une boussole. Demande-toi chaque matin, si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je continuerai à choisir ce que je suis sur le point de faire? Cette question désarme les excuses et les masques. Elle met en évidence ce que tu valorises vraiment et te pousse à lâcher le reste, les vieilles rancunes, l'orgueil blessé, les désirs de vengeance, voire les objectifs qui ne signifient plus rien. Vivre légèrement n'est pas vivre sans engagement ni ambition, c'est vivre sans chaînes invisibles. C'est faire la paix avec l'idée que tu ne contrôleras pas tout, et c'est pourquoi tu saisis chaque occasion d'apprendre, d'aimer, de travailler avec sens et de laisser une empreinte, même petite. C'est remercier le jour d'aujourd'hui, sans l'arrogance de croire qu'il y aura des matins infinis pour corriger ce que tu reportes. Celui qui vit conscient de sa mortalité développe une sérénité qui intimide. Il ne craint plus la perte parce qu'il sait que tout sera perdu éventuellement. Il ne mendie plus l'attention parce qu'il comprend que le temps est trop court pour le gaspiller à chercher l'approbation des autres. Cette légèreté ne te rend pas froid, elle te rend libre. Libre pour te concentrer sur l'essentiel et te détacher de ce qui ne fait que voler de l'espace dans ton esprit. Une intelligence dangereuse est forgée avec cette vérité finale.
Ne te laisse pas piéger parce que tu ne peux pas emporter quand tu pars. Alors que tout le monde se bat pour accumuler plus, tu choisis de vivre avec moins de poids et plus de but. La mort n'est pas un ennemi qui guette. C'est le rappel constant qu'aujourd'hui est tout ce que tu as vraiment. Quand tu acceptes cela, chaque jour cesse d'être routinier et devient une opportunité de vivre vraiment. Arrête d'accepter ce qui te vole la paix. La plupart des blessures que tu portes ne sont pas nées en toi. Elles ont été infligées par d'autres, des critiques déguisées en conseils, des attentes que tu n'as jamais demandées, des fautes d'autrui que tu as portées par peur de décevoir. Si tu n'apprends pas à dire « je ne reçois pas cela », tu resteras prisonnier de mots et d'attitudes qui ne méritent pas de place dans ta vie. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Marc Aurèle a écrit que rien d'extérieur ne peut te nuire à moins que tu n'ouvres la porte. C'est le pouvoir que nous oublions d'exercer lorsque nous permettons à l'opinion d'autrui de dicter notre valeur. Nous vivons entourés de voix qui tentent de nous modeler, des proches qui imposent leurs attentes, des connaissances qui critiquent sans construire, des personnes qui confondent soutien et contrôle. Chaque fois que tu cèdes à ces voix, tu donnes un morceau de ta liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à reconnaître ce que tu ne devrais pas accepter, même si cela vient de quelqu'un de proche. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un appel à l'alerte. Il y a 10 choses que tu ne devrais jamais recevoir de personne si tu veux garder ta dignité intacte. Des critiques destructrices à l'exigence de perfection. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de mettre des limites fermes, d'apprendre à filtrer ce qui arrive pour protéger ton esprit et ton caractère. Le changement ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent mieux, il dépend de toi. De cesser de céder ta paix, de cesser de vivre selon les attentes des autres. La véritable force réside dans celui qui reste maître de lui-même, même au milieu des pressions extérieures. C'est ce que tu apprendras ici, à protéger ta liberté intérieure et à cesser d'accepter ce qui n'aurait jamais dû avoir de place dans ta vie. Rejette la critique qui détruit. La critique a 2 visages. L'un te défie d'améliorer, l'autre cherche simplement à te briser. Le problème est que par habitude ou par peur de paraître arrogant, nous avons tendance à accepter les deux comme s'ils valaient la même chose. C'est l'erreur que le stoïcisme te met en garde de ne pas commettre. Toutes les critiques ne méritent pas d'entrer dans ton esprit, et encore moins d'y rester à vivre. Il y a des gens qui donnent leur avis sans réfléchir, lançant des commentaires qui coupent plus qu'un couteau. Et il y a d'autres qui critiquent dans le but de te diminuer pour se sentir supérieur. Si tu n'apprends pas à distinguer entre une observation constructive et une qui cherche seulement à te couler, tu finiras par porter des déchets émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Un commentaire blessant, lorsque tu le laisses entrer sans le remettre en question, devient un écho constant qui mine ton estime de soi de l'intérieur. Sénèque disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une instruction pratique. Quand quelqu'un lance des mots qui cherchent à te dévaloriser, tu as le choix de ne pas les adopter comme vérité. Ce que tu n'acceptes pas ne peut pas te définir. Mais voici le défi. L'esprit humain a tendance à se souvenir plus des mots négatifs que des mots positifs. C'est pourquoi tu as besoin de t'entraîner à filtrer. Rejeter la critique qui détruit ne signifie pas devenir sourd aux conseils. Cela signifie apprendre à écouter avec discernement. Demande-toi qui parle. Avec quelle intention le fait-il? Y a-t-il quelque chose d'utile derrière ces mots ou seulement du poison? Une critique qui t'offre une direction concrète pour grandir est un cadeau, même si elle fait mal. Celle qui cherche à t'humilier ne mérite même pas ta colère. Elle mérite seulement d'être rejetée. Pense à ceci. Accepter des critiques injustes, c'est comme laisser quelqu'un te donner des pierres à porter dans ta poche toute la journée. Peu importe ta force, tôt ou tard elles te pèseront et te ralentiront. Chaque pierre est un commentaire que tu n'as pas filtré, un jugement que tu as pris pour le tien. Le stoïcien ne porte pas ce qui ne lui appartient pas. Il comprend que les mots des autres en disent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit.
Si tu veux le pratiquer dans ta vie quotidienne, commence par quelque chose de simple. La prochaine fois que tu reçois un commentaire qui essaie de te rabaisser, fais une pause avant de réagir. Respire et demande-toi si cette opinion t'aide à t'améliorer dans quelque chose de réel. Si la réponse est non, ne la prends pas. Tu n'as même pas besoin de répondre. Le silence est une limite puissante. La force n'est pas dans le fait de taire la douleur des critiques, mais dans le refus de leur donner du pouvoir sur ton humeur. Lorsque tu décides de filtrer ce que tu entends, tu retrouves ta dignité. Et c'est l'une des plus grandes libertés que le stoïcisme enseigne, que personne n'a l'autorité de définir ta valeur plus que toi-même. Brise les chaînes des attentes. Rien ne pèse autant que de vivre sous le scénario que d'autres ont écrit pour toi. Les attentes des autres sont comme des fils invisibles qui, si tu ne les coupes pas, finissent par influencer chaque décision que tu prends. La famille qui espère que tu suivras leur chemin, les amis qui croient savoir ce qui est meilleur pour toi, la société qui dicte à quoi doit ressembler le succès. Si tu essayes de satisfaire tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même dans le processus. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de vivre pour satisfaire les autres. Épictète disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde devient esclave de leurs opinions. Et cet esclavage est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle draine ton énergie et détruit ton authenticité. Chaque fois que tu cèdes aux attentes de quelqu'un, tu donnes un morceau de ta vie en échange d'une approbation qui n'est jamais suffisante. Briser ces chaînes ne signifie pas devenir quelqu'un de rebelle par fierté, mais apprendre à choisir ce qui est vraiment aligné avec tes valeurs. Demande-toi, cet objectif est-il le mien ou est-il le reflet de ce que quelqu'un d'autre veut pour moi? Si ce n'est pas le tien, pourquoi continues-tu à le porter? Les attentes des autres se présentent souvent comme des conseils, mais sont souvent des projections de frustration ou de peur qui ne te concernent pas. Lorsque tu permets aux attentes externes de gouverner tes pas, tu finis par vivre dans un état constant d'insatisfaction. Même si tu accomplis ce que les autres attendaient, tu auras le sentiment que ce n'est pas suffisant, parce que cela ne vient pas de ton propre désir. La vie devient une poursuite sans fin, une course dans laquelle tu ne franchis jamais la ligne d'arrivée. Le stoïcien, en revanche, décide de sa route et reste ferme, même si les voix autour de lui remettent en question son choix. Pour le pratiquer, commence par fixer une limite claire. Arrête de justifier chaque décision que tu prends. Tu n'as pas besoin d'explications détaillées pour ceux qui attendent que tu sois différent. Tes raisons sont valables même si les autres ne les comprennent pas. Il est également utile de réduire l'habitude de chercher l'approbation avant d'agir. Chaque fois que tu repousses une étape par peur de décevoir, tu t'éloignes un peu plus de ton propre chemin. Imagine que les attentes des autres sont des sacs à dos que quelqu'un d'autre a accrochés à ton dos sans demander la permission. Tu peux marcher avec eux pendant un certain temps, mais ils ne sont pas à toi, et tôt ou tard, le poids te fera plier les épaules. Te libérer, c'est reconnaître les charges que tu n'as pas choisies et les lâcher avec détermination. Briser les chaînes des attentes n'est pas un acte de rébellion vide. C'est un acte de maturité. Cela signifie récupérer le droit de définir qui tu es et où tu vas. Quand tu apprends à dire « je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi », tu découvres une paix qu'aucune approbation externe ne peut acheter. C'est la victoire silencieuse du stoïcien, vivre sans chaînes invisibles. 3. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est un poison lent. Elle commence comme une étincelle innocente lorsque tu vois les réalisations de quelqu'un d'autre, mais elle se transforme rapidement en un feu qui consume ta paix intérieure. Se mettre en compétition par habitude avec les autres est l'un des pièges les plus courants que la société nous impose. Mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres atteignent. Le problème est que cette course ne se termine jamais, car il y aura toujours quelqu'un qui a plus, quelqu'un qui est arrivé avant, quelqu'un qui semble aller plus vite. Le stoïcisme enseigne que la seule compétition légitime est contre la version de toi-même d'hier. Marc Aurèle avertissait que se comparer aux autres est une perte de temps et d'énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler.
Chaque personne a son propre terrain de bataille, ses batailles cachées et ses rythmes. Vouloir égaler ou surpasser ce que tu vois de l'extérieur est comme essayer de courir sur une piste qui n'est pas la tienne. Tu finiras épuisé et sans direction. La compétition constante déforme ta perception du succès. Au lieu de te demander si tu progresses dans ce qui compte vraiment pour ta vie, tu commences à mesurer chaque pas selon le regard des autres. Cette habitude vole le plaisir de tes propres réalisations, car ce que tu obtiens ne semble plus suffisant lorsque quelqu'un d'autre a quelque chose de différent. C'est une forme subtile d'esclavage émotionnel. Ta valeur devient un reflet de comparaison que tu ne contrôles pas. Renoncer à se comparer aux autres ne signifie pas se contenter de moins, ni perdre le désir de se surpasser. Cela signifie réorienter ton ambition là où elle a du sens. Grandir en discipline, en force et en caractère. Demande-toi si ce que tu cherches te rend meilleur, ou si c'est juste une course vide pour prouver quelque chose à ceux qui n'ont même pas d'importance dans ton histoire. Le stoïcien comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en applaudissements ni en nombre, mais en la capacité de maintenir le calme et la cohérence avec ses principes. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage. La prochaine fois que tu ressens de l'envie ou de l'impatience pour rattraper quelqu'un d'autre, arrête-toi et examine cette émotion. Demande-toi, est-ce vraiment à moi ou est-ce juste une réaction à ce que je vois à l'extérieur? Lorsque tu identifies que c'est la deuxième option, laisse-la partir. Chaque minute que tu passes à te comparer aux autres est une minute que tu ne passes pas à construire ton propre chemin. Pense à un coureur qui se distrait en regardant ceux qui sont à ses côtés. Il perd de la vitesse et de la direction. Il en va de même dans la vie. L'attention que tu dépenses à observer le pas des autres est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Le stoïcien ne ignore pas le succès des autres, mais il ne le transforme pas en sa boussole. Arrêter de se comparer aux autres est une déclaration d'indépendance. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de surpasser quelqu'un, mais de vivre en cohérence avec ce que tu valorises. Je n'ai qu'alors que chaque réalisation, aussi petite soit-elle, aura un sens réel et durable. 4. Ne dépendez pas du soutien conditionnel. Peu de choses sont aussi épuisantes que de vivre en attendant le soutien de personnes qui ne vous soutiennent que lorsque vous agissez selon leurs attentes. Ce type de soutien n'est pas authentique. C'est une monnaie d'échange. Ils vous offrent des paroles d'encouragement tant que vous suivez le chemin qu'ils ont approuvé. Mais ils vous retirent la main dès que vous décidez d'avancer vers ce qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas que vous alliez. Si vous basez votre détermination sur ce type de soutien, vous devenez prisonnier des volontés d'autrui. Le stoïcisme enseigne que la vraie force naît de l'intérieur. Sénèque affirmait que l'homme qui dépend des autres pour rester ferme est perdu dès que ces autres s'éloignent. Le problème avec le soutien conditionnel est qu'il n'est jamais stable. Il change avec les intérêts, les humeurs et les limitations de ceux qui le donnent. C'est comme construire une maison sur du sable. Il suffit d'un changement de climat pour que tout s'effondre. Lorsque vous dépendez du soutien des autres pour avancer, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de freiner ou d'accélérer votre vie. C'est une cession silencieuse de votre autonomie. Beaucoup de rêves se sont arrêtés à mi-chemin, non pas par manque de talent, mais par peur de perdre l'approbation de ceux dont ils attendaient le soutien. Le stoïcien comprend que le soutien est précieux, mais pas indispensable. Il est reconnaissant quand il l'a, mais ne s'arrête pas quand il manque. Apprendre à ne pas dépendre du soutien conditionnel implique de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas votre vision. Et c'est bien. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde que votre chemin vaut la peine pour pouvoir continuer à avancer. Celui qui vous apprécie vraiment ne mettra pas de conditions à son soutien. Et celui qui le fait révèle que son intérêt n'est pas votre bien-être, mais de maintenir son influence sur vous. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions quotidiennes. Ne reportez pas un projet simplement parce que vous ne recevez pas l'enthousiasme que vous espériez. Ne changez pas un objectif personnel par peur de décevoir quelqu'un. N'abandonnez pas votre but parce que les autres n'applaudissent pas. Agir avec fermeté,
même lorsque vous marchez sans applaudissements, est un exercice de force stoïcienne. Pensez à un navigateur qui décide de sa route en fonction des vents d'applaudissements. Il n'arrivera jamais à bon port, car il y aura toujours des courants qui changent de direction. C'est ainsi que sont les opinions des autres, variables, inconstantes et souvent sans rapport avec votre destin. Ne pas dépendre du soutien conditionnel ne signifie pas se fermer au conseil ou à l'affection sincère. Cela signifie apprendre à avancer même lorsque l'environnement ne vous pousse pas. La plus grande sécurité vient de la confiance en votre propre jugement et en la cohérence avec vos principes. Lorsque vous cessez de vivre à la merci du soutien des autres, vous découvrez que la vraie force a toujours été en vous, attendant que vous cessiez de demander la permission de l'utiliser. 5. Dis non sans culpabilité. Dire non semble simple, mais pour beaucoup, c'est presque un acte de trahison. On nous a appris à plaire, à éviter les conflits, à céder pour ne pas paraître égoïste. Sans nous en rendre compte, nous passons des années à accepter des engagements que nous ne voulons pas, à tolérer des comportements qui nous épuisent et à dire oui, alors qu'à l'intérieur nous crions assez. Le prix de cette habitude est élevé. Tu perds du temps, de l'énergie et surtout du respect pour toi-même. Le stoïcisme considère que dire non, quand c'est nécessaire, n'est pas de la froideur, mais un acte de justice envers soi-même. Épictète enseignait que nous ne devons pas sacrifier notre tranquillité pour nous conformer aux désirs des autres. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui va à l'encontre de tes principes, tu dis non à ta propre paix. C'est un échange injuste qui ne fait qu'alimenter le ressentiment silencieux. La culpabilité que nous ressentons en refusant ne vient pas de la décision, mais de la croyance que nous sommes obligés de plaire. Beaucoup de personnes utilisent cette culpabilité comme un outil de manipulation. Ils insinuent que tu les déçois, que tu es ingrat ou égoïste. Le stoïcien reconnaît ce piège émotionnel et ne permet pas qu'il le détourne de ce qui est juste. Tu n'as pas à justifier une limite qui protège ton bien-être. Dire non fermement ne signifie pas le faire avec agressivité. Cela signifie parler clairement et sans excuses inutiles. Un non honnête, dit avec respect, est plus digne qu'un oui forcé qui se transforme tôt ou tard en ressentiment. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu renforces ton caractère et envoies un message clair. Ton temps et ton énergie ont de la valeur. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage au début. Commence par les petites limites. Refuse cette invitation que tu sais qui t'épuisera. Ne réponds pas aux messages qui cherchent seulement à t'entraîner dans des discussions inutiles. Arrête l'habitude d'accepter des faveurs que tu ne souhaites pas rendre. Avec le temps, tu remarqueras que le monde ne s'effondre pas quand tu dis non et que les personnes qui te respectent vraiment apprennent à l'accepter sans reproche. Imagine une jarre d'eau dont tout le monde peut se servir quand il le souhaite. Et tôt ou tard, elle sera vide, et tu ne pourras pas offrir même à celui qui en a vraiment besoin. Dire non, c'est fermer le robinet aux excès pour conserver l'essentiel. Dire non sans culpabilité, c'est reprendre l'autorité sur ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Tu choisis où investir ton temps et ton énergie au lieu de les donner par obligation. Cette liberté de choisir à qui et à quoi tu dis oui est l'une des bases de la force stoïcienne, car seul celui qui sait refuser ce qui l'affaiblit peut se concentrer sur ce qui le fait grandir. 6. Ne porte pas les fautes des autres. L'une des charges les plus lourdes que tu peux porter n'est pas la tienne, mais celle que les autres placent sur tes épaules. Souvent, nous acceptons des fautes qui ne nous appartiennent pas. Des parents qui rendent leurs enfants responsables de leurs frustrations, des partenaires qui blâment l'autre pour leurs insécurités, des amis qui transforment leurs erreurs en ton obligation de les réparer. Si tu n'apprends pas à reconnaître et à rejeter ce fardeau, tu passeras ta vie à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas nés de toi, perdant la force de t'occuper de ce qui est réellement sous ton contrôle. Le stoïcisme enseigne que chaque personne est maître de ses actes et de leurs conséquences. Marc Aurèle rappelait que personne ne peut porter ta vertu ni toi celle des autres. Chacun doit affronter le poids de ses propres décisions,
Cependant, nous avons tendance à tomber dans le piège de confondre empathie et responsabilité. Être empathique ne signifie pas devenir le dépôt des fautes des autres. Accepter les fautes des autres, c'est permettre à d'autres de définir ton identité à partir de leurs échecs. Peu à peu, tu t'habitues à t'excuser pour des choses qui n'ont jamais été entre tes mains et à vivre avec la peur de décevoir ceux qui attendent que tu résolves ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Cela amine l'estime de soi et déforme ton sens de la justice interne. Tu commences à croire que peu importe ce que tu fais, tu devras toujours quelque chose. Rejeter ces fautes ne te rend pas insensible ni égoïste. Cela te rend juste. Tu ne peux pas guérir les blessures émotionnelles des autres en assumant des responsabilités qui ne te reviennent pas. Le stoïcien agit avec compassion quand il peut aider, mais jamais au détriment de sa propre intégrité pour éviter le travail que les autres doivent faire eux-mêmes. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique chaque fois que tu détectes que quelqu'un essaie de te transférer le poids de ses décisions. L'ami qui arrive toujours en retard et te blâme de ne pas l'avoir attendu, le collègue qui échoue dans son travail et te pointe du doigt pour ne pas l'avoir prévenu, le membre de la famille qui te rend responsable de son malheur. La pratique consiste à établir une limite interne. Ceci ne m'appartient pas, je ne vais pas le porter. Un exercice utile est de te demander avant d'accepter cette faute, avais-je un véritable contrôle sur la situation? Si la réponse est non, alors ne prends pas le poids émotionnel. Tu peux offrir du soutien, des conseils ou de la compréhension, mais pas ta paix ni ton sens de la valeur. Pense à un voyageur qui, par courtoisie, accepte de porter les bagages des autres sans vérifier ce qu'ils contiennent. Il se retrouve bientôt à porter des pierres pendant que les autres marchent légers. C'est ainsi que fonctionne la faute des autres. Elle occupe de l'espace, épuise et retarde ta propre progression. Te libérer des fautes qui ne te reviennent pas, c'est récupérer de l'espace pour ce que tu peux réellement changer, tes actes, tes réactions et ta croissance. C'est une marque de respect pour toi-même et aussi une leçon silencieuse pour les autres. Chacun doit porter son propre bagage. 7. Affronte la peur de face. La peur est comme une ombre. Plus tu recules pour l'éviter, plus elle semble grande. Beaucoup de gens vivent limités, non pas par leur capacité, mais par les peurs qu'ils ont laissées grandir en silence. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, car c'est une émotion naturelle. Le problème est de lui céder le gouvernail de ta vie. Chaque fois que tu fuis ce que tu crains, tu renforces la chaîne qui te lie. Le stoïcisme enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, car la peur a tendance à peindre des scénarios exagérés qui se produisent rarement. Tant que tu les nourris par l'évasion, ils continueront à gagner du terrain. Ils ne perdent de la force que lorsque tu décides de les regarder dans les yeux. La peur n'est pas un ennemi que tu dois détruire. C'est un messager qui révèle où sont tes limites internes. Au lieu de fuir, le stoïcien l'utilise comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, mais est important pour ta croissance, c'est un signe qu'il y a une porte que tu dois franchir. Chaque pas vers ce que tu craignais réduit son pouvoir et augmente le tien. Affronter la peur ne signifie pas t'exposer sans préparation ni agir impulsivement. Cela signifie cesser de repousser les décisions que tu sais que tu dois prendre. Cela peut être la conversation inconfortable que tu as évitée pendant longtemps, la démission que tu crains de faire, le changement qui retarde ton bonheur. La peur perd de son pouvoir lorsque tu la nommes et la traverses avec des pas petits mais fermes. Dans la vie quotidienne, un exercice stoïcien consiste à décomposer la peur. Demande-toi ce qui est le pire qui pourrait vraiment t'arriver si tu agis. La plupart du temps, tu découvriras que les conséquences ne sont pas aussi terribles que ton esprit les a dessinées. Une autre pratique utile est d'accepter que tu ne peux pas contrôler le résultat, seulement ton action. Cette acceptation réduit l'anxiété qui nourrit la peur. Imagine que la peur est un mur peint sur un mur. De loin, il semble solide, mais quand tu t'approches, tu découvres que c'est juste une illusion. Beaucoup des barrières que tu crois infranchissables sont des projections mentales qui disparaissent dès que tu fais le premier pas.
Le stoïcien ne cherche pas à éradiquer la peur. Il la transforme en un allié qui indique où il doit se renforcer. Chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur, tu renforces ton caractère et la prochaine fois, cette peur aura moins de voix. Affronter la peur de face, c'est revendiquer ton droit de vivre en liberté. Tu arrêtes d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais et tu prends le contrôle de ton histoire. À la fin, tu découvres que la peur n'était grande que tant que tu la regardais de loin. 8. Renonce à la perfection. Poursuivre la perfection est comme essayer de rattraper l'horizon. Plus tu cours vers lui, plus il s'éloigne. Beaucoup vivent épuisés en essayant de respecter une norme qui n'existe pas. Et le pire est qu'elle n'est même pas la leur, mais imposée par le regard des autres. La perfection est une illusion qui vole du temps, de la paix et de l'authenticité, car elle exige toujours plus que ce que tu peux donner et ne concède jamais de satisfaction. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne réside pas dans le fait d'être impeccable, mais dans le fait d'avancer avec constance et cohérence. Marc Aurèle rappelait que nous sommes humains, faits pour nous tromper, apprendre et nous corriger, pas pour correspondre à un moule inatteignable. Celui qui est obsédé par la perfection finit par être paralysé par la peur de l'erreur, et cette paralysie empêche le progrès qu'il désire tant. Chercher la perfection crée aussi une relation toxique avec les autres. Tu crois que tu ne seras digne d'amour, de respect ou de succès que si tu ne fais pas d'erreur. Cela génère de l'anxiété et de la méfiance envers le monde. Tu deviens dur avec toi-même et critique avec les autres, parce que tout ce qui s'écarte de l'idéal te semble inacceptable. Le stoïcien sait que l'erreur fait partie du processus et que la véritable force réside dans le fait de se relever encore et encore. Renoncer à la perfection ne signifie pas tomber dans la médiocrité, ni cesser de chercher à s'améliorer. Cela signifie accepter ta nature humaine et te concentrer sur le progrès réel. L'objectif est d'avancer un pas de plus chaque jour, pas de marcher sans tâche. Demande-toi, est-ce que ce que je cherche à perfectionner améliore vraiment ma vie ou est-ce que cela nourrit simplement mon besoin d'approbation? Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique lorsque tu te permets de livrer un projet en sachant qu'il est suffisamment bon, même s'il n'est pas impeccable. Lorsque tu acceptes tes erreurs sans te punir sévèrement, lorsque tu reconnais que ta valeur ne dépend pas de la façon dont tout ce que tu fais semble poli. La pratique stoïcienne consiste à privilégier le but sur l'apparence. Pense à un sculpteur qui passe toute sa vie à polir la même pierre, convaincu qu'elle n'est pas encore prête à être montrée. Il meurt avec l'œuvre inachevée, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il n'a jamais accepté qu'elle était déjà belle dans son imperfection. C'est ainsi que vivent ceux qui sont esclaves de la perfection. Ils oublient de vivre en essayant d'impressionner un juge invisible. Le stoïcien n'aspire pas à être parfait, il aspire à être intègre. L'intégrité consiste à agir selon tes principes, même lorsque tu commets des erreurs, à apprendre avec humilité et à corriger avec courage. Renoncer à la perfection, c'est te libérer d'une prison mentale. C'est faire de la place pour l'apprentissage, la croissance et la paix intérieure. Parce que lorsque tu arrêtes de t'exiger d'être impeccable, tu découvres que l'essentiel, ta valeur, ta dignité et ton but n'a jamais dépendu de la réalisation d'un idéal impossible. Cela, seul toi le sais. 9. Remercie seulement ce qui est essentiel. Remercier est une vertu, mais remercier tout sans mesure peut devenir un piège. Nous vivons dans une culture qui confond gratitude avec conformisme et politesse avec soumission. On nous apprend à dire merci même pour ce que nous n'avons pas demandé, pour ce qui nous fait du mal, pour ce qui vient avec des conditions cachées. Cette habitude affaiblit la voix intérieure qui nous rappelle que tout ne mérite pas notre gratitude. Le stoïcisme enseigne que la gratitude doit naître de la raison et non de l'habitude. Marc Aurèle conseillait de reconnaître le bien quand il est vrai et de rejeter ce qui ne contribue ni à la vertu ni à la paix de l'âme. Remercier seulement ce qui est essentiel, c'est apprendre à distinguer ce qui enrichit vraiment votre vie de ce qui cherche simplement à vous lier à une dette émotionnelle. Remercier pour tout peut vous faire tolérer l'intolérable.
des relations toxiques déguisées en faveur, des promesses brisées que vous acceptez avec un sourire, des miettes d'attention que vous confondez avec un soin authentique. Si vous ne savez pas filtrer, vous finissez par confondre gratitude avec soumission, et votre dignité s'érode peu à peu. Le stoïcien, en revanche, remercie sans perdre son jugement. Il reconnaît avec appréciation ce qui est précieux, mais ne se sent pas obligé par ce qui vient avec des chaînes. Le pratiquer dans la vie quotidienne nécessite de l'honnêteté. Remercie pour le temps sincère, pour la parole qui te pousse, pour le geste qui est donné sans attendre de récompense. Ne remercie pas ce qui est utilisé pour te manipuler ou ce qui est donné avec mépris. Apprends à dire « je n'ai pas besoin de ça » quand ce que tu reçois cherche à acheter ton silence, ta loyauté ou ton obéissance. Une pratique utile est de te demander « est-ce que ce que je reçois améliore mon caractère, ma paix, mon chemin ?» Si la réponse est non, cela ne mérite pas ta gratitude. Tu peux être poli, mais tu n'es pas obligé de te plier à ce qui ne te profite pas ou ne t'honore pas. La vraie gratitude est sélective, car elle reconnaît que ce qui est précieux n'est ni abondant ni trivial. Imagine un jardin où tu remercies chaque graine qui tombe, même les mauvaises herbes. Avec le temps, les fleurs se noient. C'est ce qui se passe quand tu remercies sans discernement. Tu donnes la même valeur à ce qui nourrit qu'à ce qui gêne, et tu finis entouré de ce qui n'aurait jamais dû rester. Remercier seulement ce qui est essentiel n'est pas être froid, c'est être conscient que ta gratitude est une ressource précieuse. Quand elle est offerte avec sincérité, elle élève autant celui qui la donne que celui qui la reçoit. Quand elle est gaspillée sur ce qui est nuisible, elle devient une chaîne invisible. Le stoïcien n'utilise pas la gratitude comme un masque pour supporter l'injustice. Il l'utilise comme un phare qui éclaire ce qui mérite vraiment de rester dans sa vie. Parce que l'essentiel n'est pas toujours abondant, mais c'est suffisant pour maintenir le respect de soi et des autres. Dis, fais de la patience ta force. Dans un monde qui idolâtre l'immédiateté, la patience semble être un luxe obsolète. Nous voulons des résultats aujourd'hui, des réponses maintenant, des changements instantanés. Cette hâte constante nous rend impatients envers les autres, le temps et nous-mêmes. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette impatience est à la racine de beaucoup d'anxiété, de décisions impulsives et de conflits inutiles. Le stoïcisme considère la patience non pas comme une faiblesse, mais comme l'une des plus grandes formes de force. Sénèque disait que le temps guérit ce que la raison ne peut atteindre, et que savoir attendre avec sérénité est un signe de sagesse. La patience n'est pas de la résignation, c'est la discipline pour garder son calme tout en agissant avec constance, sans céder à la frustration que provoque le retard de ce que l'on désire. Vivre avec patience, c'est comprendre que les choses précieuses ne germent pas immédiatement. Le caractère se forme à travers des années d'habitude. Les relations solides grandissent avec un soin constant. Les réalisations significatives nécessitent de la répétition et un effort silencieux. Lorsque tu prétends accélérer ce qui par nature a besoin de mûrir, tu finis par détruire le processus. L'impatience est aussi une façon de céder le contrôle. Tu réagis à l'impulsion du moment au lieu d'agir guidé par tes valeurs. La personne patiente, en revanche, ne se laisse pas emporter par l'urgence externe. Elle choisit d'attendre parce qu'elle a confiance en sa préparation et dans le rythme naturel des événements. Ce calme conscient devient un bouclier contre le chaos émotionnel. Pratiquer la patience dans la vie quotidienne commence par accepter les temps de chaque étape. Tous les progrès ne sont pas visibles immédiatement. Parfois, le progrès se produit en silence, comme la graine qui germe sous terre avant de percer la surface. Cela nécessite aussi d'apprendre à tolérer l'inconfort de l'attente sans chercher des distractions destructrices ou des décisions précipitées. Une façon de la cultiver est de reconnaître que tu n'as pas toujours besoin de réagir à tout ce qui se passe. Le silence et la pause avant de répondre te permettent de choisir des mots plus sages et des actions plus efficaces. Chaque fois que tu décides de ne pas te laisser emporter par l'urgence, tu renforces ton autocontrôle et réduis les erreurs nées de la précipitation. Imagine un archer qui tire avant de bien tendre la corde. La flèche se perd dans l'air.
C'est ainsi que fonctionne l'impatience. Tu agis avant d'être prêt et tu gaspilles l'effort. La patience, en revanche, te permet d'attendre le moment approprié pour lâcher la flèche avec précision. Faire de la patience ta force ne signifie pas renoncer à l'action, mais agir au bon moment avec clarté et sans anxiété. Quand tu apprends à attendre sans abandonner, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées non pas par la vitesse, mais par la constance et la capacité à résister. Cette maîtrise du temps est l'une des victoires les plus silencieuses et puissantes du stoïcien. Vivre en cherchant une validation externe, c'est comme respirer avec un réservoir emprunté. Tôt ou tard, il se vide et te laisse sans air. Chaque fois que tu attends que les autres t'applaudissent, qu'ils t'approuvent ou qu'ils reconnaissent ton effort, tu cèdes le contrôle de ta vie. Et quand cette reconnaissance n'arrive pas, tu te sens vide, fragile et à la dérive. C'est le prix à payer pour vivre en dépendant du regard des autres. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le rejet, la solitude et l'incompréhension ne sont pas des ennemis mais des portes qui te poussent dans la seule direction qui compte, vers l'intérieur de toi-même. La société t'a programmé pour croire que sans approbation tu ne vaux rien, que sans compagnie tu es incomplet, que sans être compris tu es perdu. Mais la vérité est autre. La véritable force naît lorsque tu apprends à te soutenir sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Accepter cela n'est pas confortable. Cela signifie affronter des silences qui font mal, accepter des regards qui jugent et supporter des rejets qui brûlent. Mais c'est dans ce feu que se forge la discipline, la clarté et l'authenticité. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais de comprendre que le pouvoir de ta vie ne peut plus dépendre d'applaudissements volatiles. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Cette vidéo n'est pas pour plaire, elle est pour ouvrir les yeux. Ici, tu ne vas pas entendre de belles phrases conçues pour te rassurer. Ici, tu vas trouver un rappel brutal. Si tu continues à vivre en fonction de la validation externe, tu resteras esclave. Mais si tu oses la laisser derrière toi, tu découvriras qu'en toi existe une force qui ne se brise ni avec le rejet, ni avec la solitude, ni avec l'incompréhension. Reste jusqu'à la fin. Car ici, je te donnerai 8 attitudes stoïciennes qui ne sont pas théoriques, mais des pratiques concrètes pour couper la dépendance à l'approbation des autres et construire un pouvoir silencieux, fort et inébranlable. 1. Valide ta vie de l'intérieur. Un arbre qui pousse au sommet d'une montagne ne demande pas la permission au vent de le soutenir, ni ne supplie le soleil de l'admirer. Il étend simplement ses racines en silence, tire sa force de la terre et se dresse fermement contre la tempête. Cet arbre ne cherche pas de validation. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'applaudisse pour grandir, car il sait que sa force vient de l'intérieur. Il en va de même pour ta vie, si tu veux cesser de vivre enchaîné à l'approbation externe. Tant que tu continues à mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres disent ou taisent, tu construis ton identité sur un terrain fragile qui s'effondre à la moindre parole de rejet. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la reconnaissance, une bonne note à l'école, un signe d'approbation des parents, un éloge des amis. Petit à petit, sans nous en rendre compte, cette quête devient une addiction. Tu commences à dépendre des regards, des commentaires et des gestes qui valident chaque pas que tu fais. Et lorsque cette validation n'apparaît pas, le vide s'ouvre comme un abîme sous tes pieds. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce besoin ne finit jamais, car l'approbation externe est un puits sans fond. Même si tu reçois des applaudissements aujourd'hui, demain tu ressentiras à nouveau le même vide, cherchant désespérément une autre reconnaissance pour combler le silence intérieur. Valider ta vie de l'intérieur signifie rompre avec ce cycle. Cela signifie arrêter de mendier ce que seul toi peut te donner. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de fermer les oreilles à tout conseil, mais de reconnaître que ta valeur ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi volatile que l'opinion des autres. Quel sens y a-t-il à être esclave des humeurs des autres? Aujourd'hui, ils peuvent te célébrer, demain, ils peuvent te mépriser, et si ton identité se construit sur ces oscillations, tu ne seras jamais maître de toi-même.
La véritable force réside dans le fait que, même si personne ne t'applaudit, tu sais que ton effort a du sens. Que, même si personne ne comprend ton chemin, tu le parcours avec fermeté parce que tu sais pourquoi tu l'as choisi. La validation interne ne se construit pas d'un coup. Elle se cultive par des actes petits et constants. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu votes pour ta propre confiance. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans attendre l'approbation des autres, tu élèves un pilier de ta propre force. Tu n'as pas besoin de crier au monde ce que tu vaux. Tu as besoin de le prouver en silence à travers ta discipline, ta cohérence et ta capacité à te soutenir même en solitude. Ce processus est difficile car il oblige à affronter l'inconfort de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté. Regarde autour de toi. La plupart vivent comme des feuilles emportées par le vent des opinions. Ils changent de cap en fonction de ce que les autres attendent. Ils s'effondrent face à une critique et cherchent constamment l'approbation pour se sentir vivant. Tu ne peux pas te permettre de continuer à jouer à ce jeu si tu veux être fort. Tu dois décider que ta vie est validée par ton propre jugement, pas par les applaudissements des autres. À quoi bon être applaudi par tous si tu sais toi-même que tu trahis ce que tu veux vraiment? À quoi bon être reconnu si tu te consumes en silence à l'intérieur parce que tu ne vis pas selon ta vérité? Valider ta vie de l'intérieur est une déclaration d'indépendance. C'est regarder dans le miroir et ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre confirme ce que tu vois. C'est marcher avec la certitude que ta valeur ne fluctue pas avec le regard des autres. C'est te soutenir, même si personne ne te reconnaît. 2. Transforme la solitude en ta force. Les montagnes les plus imposantes ne se dressent pas au milieu des foules. Elles s'élèvent en silence, loin du bruit, dans des paysages où la solitude est reine. La solitude n'est pas un vide à craindre, c'est un terrain fertile, qui, si tu sais l'habiter, te permet de grandir avec des racines plus profondes que n'importe quelle compagnie éphémère. Le problème est que l'on nous a appris à la voir comme une condamnation, comme un signe d'échec ou d'isolement. C'est pourquoi beaucoup fuient désespérément vers n'importe quel bruit, n'importe quelle distraction ou n'importe quelle relation afin de ne pas l'affronter. Cependant, celui qui ose rester dans la solitude découvre qu'il n'y a pas de punition en elle. Il y a du pouvoir. Pour transformer la solitude en force, la première chose est de cesser de la voir comme un espace de manque et de commencer à la traiter comme un champ d'entraînement. Ce n'est pas la même chose d'être seul que de se sentir vide. Être seul est une circonstance, se sentir vide est une décision qui naît de l'incapacité à donner du sens à ton propre temps. Quand tu apprends à remplir cet espace avec discipline, réflexion et action consciente, tu cesses de le craindre et commences à en profiter. Le deuxième conseil est d'apprendre à écouter ta propre voix sans peur. Le bruit de la société est constant et souvent tu préfères le suivre parce que faire face à ce que tu portes en toi peut être inconfortable. La solitude t'enlève les distractions et te laisse face à toi-même. C'est l'opportunité que tu dois saisir. Écrire tes pensées, méditer quelques minutes ou simplement t'asseoir en silence sont des actes petits mais puissants. Tu découvriras qu'en toi, il y a des réponses qui n'apparaissent jamais dans la foule, parce qu'elles n'émergent que lorsque tu n'as personne à impressionner ni à défendre. Une autre étape fondamentale est de créer des rituels dans tes moments de solitude. Il ne s'agit pas de t'enfermer sans but, mais de donner une structure à cet espace. Te lever tôt et utiliser ces minutes sans interruption pour planifier ta journée, lire, t'entraîner ou réfléchir, crée une habitude qui renforce l'esprit. Quand tu fais de la solitude un terrain d'entraînement constant, tu cesses de la voir comme un ennemi. Tu te rends compte que c'est le seul endroit où personne ne te distrait de ton but et où tu peux travailler sans la pression des attentes des autres. Le quatrième conseil est de ne pas confondre solitude avec isolement permanent. L'idée n'est pas de vivre enfermé en toi-même, mais d'utiliser ces espaces comme des ancres pour ne pas dépendre des autres. Quand tu sors dans le monde après t'être entraîné dans ta solitude, ta présence change. Tu ne cherches plus désespérément l'approbation, parce que tu sais te soutenir sans elle.
Tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie, parce que tu as appris à apprécier la tienne. La solitude t'apprend à mieux choisir les personnes avec qui tu partages, parce que tu ne pars plus de la peur d'être seul, mais de la clarté que ta compagnie suffit. Enfin, tu dois comprendre que la solitude révèle des vérités que le bruit cache. Si tu es mal à l'aise d'être seul, c'est parce que tu n'as pas encore fait la paix avec des parties de toi que tu préfères ignorer. Affronte-les, intègre-les, travaille-les. C'est l'essence du processus stoïcien. Ne pas fuir l'inconfort, mais l'utiliser comme outil de transformation. La solitude peut te montrer tes faiblesses, mais c'est aussi l'endroit où tu les transformes en force. Quand tu apprends à marcher accompagné de toi-même, le rejet cesse de faire peur, l'incompréhension perd du poids et le besoin de validation externe se dilue. Parce que tu comprends que tu n'es jamais vraiment seul, tu es toujours avec toi, et si tu sais te soutenir, cela suffit. 3. Fais du rejet ta boussole. Le feu peut consumer ou forger, tout dépend de la façon dont tu l'approches. Le rejet est ce feu. Il brûle, il dérange et il fait mal quand tu ne comprends pas son but, mais il devient un guide quand tu apprends à le regarder avec d'autres yeux. Chaque fois que quelqu'un te ferme une porte, tu as deux options. Te lamenter parce qu'on ne t'a pas laissé entrer ou comprendre que ce chemin n'était pas le tien. Le rejet n'est pas un signe que tu ne vaux rien, c'est un signe que tu as besoin d'ajuster ta route. La première chose est d'accepter que peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas toujours approuvé. Tu peux te donner à fond et pourtant, il y aura toujours ceux qui ne voient pas ta valeur. C'est la réalité. Ce n'est pas un échec de ta part, c'est une partie de la vie. L'erreur est de prendre chaque non comme une sentence définitive. Quand quelqu'un te rejette, tout ce qu'il fait, c'est te le montrer de son point de vue, et ta valeur ne dépend pas d'un jugement externe. La pratique stoïcienne enseigne à ne pas donner de pouvoir à ce que tu ne contrôles pas. Et l'opinion des autres est exactement cela. Un terrain étranger. Le conseil ici est simple. Arrête d'interpréter le rejet comme une perte et commence à l'utiliser comme une carte pour rediriger ton énergie là où elle appartient vraiment. Le deuxième conseil est de voir le rejet comme un filtre. Chaque non élimine un chemin qui n'était pas destiné à te renforcer. Chaque personne qui te rejette, chaque opportunité qui se ferme, te fait gagner du temps et t'épargne de l'usure dans quelque chose qui aurait drainé plus qu'il n'aurait apporté. Fais une liste des fois où le rejet t'a fait mal sur le moment, mais avec le temps, c'est transformé en bénédiction. Tu verras que beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme tu l'espérais ont été précisément celles qui t'ont mené là où tu devais être. Cette pratique t'entraîne à voir le rejet avec gratitude, pas avec ressentiment. Le troisième conseil est de transformer la blessure en élan. Le rejet fait mal parce qu'il blesse l'ego, et l'ego veut toujours être reconnu. La prochaine fois que tu ressens cette piqûre, au lieu de chercher une validation immédiate, assieds-toi avec ce malaise et utilise-le comme moteur. Demande-toi, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que cette situation me montre sur moi-même? Le rejet est un maître, même s'il parle d'une voix dure. Écoute-le et transforme-le en carburant pour ta discipline. Laisse chaque non te pousser à élever ton standard, pas à diminuer ta confiance. Le quatrième conseil est de ne pas personnaliser ce qui n'est pas entre tes mains. Quand quelqu'un te rejette, souvent ce n'est pas à propos de toi, mais de ses propres limites, peurs ou attentes. Cependant, la tendance naturelle est de penser que le rejet définit ta valeur. Ici, tu dois appliquer un rappel ferme. Ta valeur ne fluctue pas avec les jugements des autres. Fais du rejet une boussole, pas une condamnation. Si quelque chose n'a pas fonctionné, prends ce signal comme une direction. Ce n'était pas le bon terrain, cherche ailleurs. Quand tu comprends cela, le rejet cesse de paralyser et commence à orienter. Le dernier conseil est d'entraîner ton esprit à ne pas craindre le non. Plus tu l'évites, plus tu lui donnes de pouvoir. En revanche, quand tu lui fais face et que tu l'acceptes, tu perds la peur. Commence à t'exposer à de petites situations où tu peux recevoir un non et observe comment, peu à peu, cela cesse de faire aussi mal. Cette pratique te renforce et te rappelle que la vie ne s'arrête pas à cause d'un rejet.
que ta valeur ne disparaît pas parce que tu n'es pas accepté quelque part. C'est la leçon la plus importante. Plus tu transformes le rejet en boussole, moins tu dépends de la validation externe. Le rejet est un feu, et le feu peut consumer ou forger. Si tu choisis de te lamenter, il te brûle. Si tu choisis d'apprendre, il te façonne en quelque chose de plus fort et de plus clair. 4. Sois l'architecte de ton propre esprit. L'esprit ressemble à une ville en construction. Chaque pensée est une brique, chaque croyance est une fondation, et chaque habitude est une rue qui ouvre la voie ou bloque le mouvement. Si tu ne décides pas quoi construire, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La publicité, la société, les voix du passé et les opinions des autres sont toujours prêtes à ériger des bâtiments sur ton terrain. Et si tu ne prends pas le rôle d'architecte, tu finiras par vivre dans une ville mentale qui ne t'appartient pas. Le premier conseil pour être l'architecte de ton esprit est de surveiller les matériaux que tu utilises. Ce que tu consommes quotidiennement devient des briques invisibles qui élèvent ta structure interne. Si tu remplis ton esprit de jugements externes, de comparaisons ou de distractions vides, ta ville sera faible, fragile et chaotique. Mais si tu choisis des lectures qui te renforcent, des conversations qui t'élèvent et des pensées qui te défient, ta construction sera solide. Décide ce qui entre dans ton esprit avec la même discipline qu'un architecte sélectionne les matériaux pour un travail qui doit résister au temps. Le deuxième conseil est de concevoir ta propre base. La plupart traînent des croyances héritées qu'ils ne remettent jamais en question, comme si elles étaient des colonnes indestructibles. Cependant, beaucoup de ces bases sont fissurées parce qu'elles ont été imposées par les parents, les enseignants ou la société, et ne répondent pas à ta vérité. Consacre du temps à identifier ces croyances et demande-toi si elles soutiennent vraiment la vie que tu veux. Si ce n'est pas le cas, démolis-les sans crainte et pose de nouvelles fondations. Un architecte n'a pas peur de démolir ce qui est mal construit, parce qu'il comprend que la stabilité dépend de la base, pas de la façade. Le troisième conseil est de planifier les structures que tu veux ériger. Il ne suffit pas de détruire l'ancien, tu as besoin d'un plan clair. Quelles habitudes veux-tu construire? Quelles pensées veux-tu renforcer? Quelles valeurs doivent être les piliers de ta vie? Écris-les, répète-les, pratique-les. L'esprit sans direction se remplit de n'importe quoi, mais l'esprit avec des plans définis avance avec un but. Tout comme un architecte ne laisse pas son œuvre à la dérive, tu ne dois pas permettre que ton esprit devienne un terrain vague occupé par le désordre. Le quatrième conseil est de maintenir la discipline de l'entretien. Une ville bien conçue peut se détériorer si elle n'est pas entretenue, et il en va de même pour ton esprit. Chaque jour, tu dois revoir tes pensées, identifier les fissures de doute, réparer les fuites de négativité et renforcer les structures de discipline. Ce travail constant est ce qui différencie celui qui contrôle son esprit de celui qui est contrôlé par lui. Il ne s'agit pas de construire une fois, il s'agit de maintenir fermement ce que tu as élevé. Le cinquième conseil est d'apprendre à fermer la voie à ce qui n'apporte rien. Dans une ville, il y a des portes et des limites, et dans ton esprit, il doit y en avoir aussi. Toute pensée ne mérite pas de rester, toute opinion ne mérite pas d'être gardée. Entraîne-toi à filtrer ce que tu reçois. Lorsque quelqu'un essaie de semer l'insécurité ou la peur en toi, décide de ne pas laisser cette graine grandir. Être l'architecte de ton esprit signifie aussi être le gardien de ses frontières. L'esprit est ton œuvre la plus grande. Si tu le conçois avec clarté et le soutiens avec discipline, il devient un refuge de force au milieu du chaos. Si tu le laisses à la dérive, il se transforme en un labyrinthe de voies étrangères qui te volent la direction. Prends le commandement en tant qu'architecte de ton propre esprit, car personne d'autre ne peut construire sur ce terrain avec la même précision et responsabilité que toi. 5. Transforme la douleur en discipline. Le fer le plus résistant ne naît pas du calme, mais du feu qui le façonne. La douleur dans ta vie joue le même rôle. Elle brûle, presse et frappe, mais elle a la capacité de te rendre plus fort si tu apprends à la canaliser.
L'erreur la plus courante est de résister à la douleur, comme si c'était un ennemi dont il faut s'échapper, alors qu'en réalité, elle peut devenir le maître le plus ferme que tu n'auras jamais. La clé est de ne pas rester coincé dans la blessure, mais d'utiliser cette énergie pour construire de la discipline. Le premier conseil est d'accepter la douleur au lieu de la nier. Beaucoup essaient de la cacher sous des distractions, cherchant à l'éteindre avec des plaisirs rapides qui ne font que la repousser. La douleur ne disparaît pas en l'ignorant. Elle se transforme en poids accumulé qui devient encore plus difficile à porter plus tard. L'attitude stoïcienne enseigne à la regarder en face, à la reconnaître et à se demander quelles leçons elle apporte avec elle. Cet acte d'acceptation transforme la douleur en matière première, en énergie prête à être transformée en action consciente. Le deuxième conseil est de canaliser l'inconfort vers un objectif clair. Si tu es blessé par une perte, une trahison ou un échec, ne reste pas paralysé dans la plainte. Transforme cet inconfort en carburant. Entraîne ton corps avec plus de discipline, organise ton temps avec plus de précision, renforce ton esprit avec plus de constance. Chaque fois que tu ressens cette piqûre de douleur, rappelle-toi que tu peux l'utiliser comme moteur pour avancer. Ainsi, au lieu de consommer ton énergie, la douleur devient une force qui soutient tes habitudes. Le troisième conseil est de créer des routines qui ancrent la discipline dans ta vie quotidienne. Lorsque l'émotion de la douleur apparaît, elle peut obscurcir ton esprit et te détourner vers l'impulsivité. Une routine établie agit comme une structure qui te maintient debout lorsque la tempête secoue. Conçois des pratiques quotidiennes qui te forcent à rester en mouvement, te lever tôt, t'entraîner, lire, écrire, réfléchir. Chacune de ces actions non seulement ordonne ta vie, mais apprivoise également l'énergie de la douleur et la transforme en constance. Le quatrième conseil est de changer la narration avec laquelle tu regardes tes blessures. Si tu penses que la douleur est une injustice, tu vivras avec du ressentiment. Si tu comprends que c'est un entraînement, tu l'accepteras avec une autre perspective. Les grandes réalisations naissent de ceux qui ont appris à supporter les coups et à les utiliser comme des marches. Fais de chaque cicatrice un rappel que tu as survécu, que tu as plus de force que tu ne le pensais et que tu peux encore avancer. Cette vision n'élimine pas la douleur, mais la rend utile, et cette utilité est l'essence de la discipline. Le cinquième conseil est de pratiquer la patience. La douleur veut des résultats immédiats, cherche des sorties rapides, mais la discipline ne se forge pas en un jour. Il faut du temps, de la répétition et de la constance. Chaque journée où tu choisis de rester ferme malgré l'inconfort est une victoire qui s'accumule. N'attends pas de te sentir bien pour agir, agis même quand la douleur est présente, et petit à petit cette douleur se transformera en respect de soi et en confiance en toi. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est optionnelle. Tout dépend de ce que tu fais avec ce que tu dois vivre. Si tu décides de fuir, la douleur te poursuit et te rattrape. Si tu décides de l'affronter et de la modeler, la douleur devient discipline, et la discipline t'ouvre les portes de la liberté intérieure. C'est là le véritable pouvoir. Ne pas fuir l'inconfort, mais l'utiliser comme le feu qui trempe ton caractère et te rend indestructible. 6. Dis non comme un acte de respect de soi. Les murs les plus solides ne sont pas construits pour enfermer, mais pour protéger. Une ville sans mur est exposée à quiconque décide d'entrer, et il en va de même pour toi lorsque tu ne sais pas dire non. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de ta paix ou de tes principes, tu ouvres une porte par laquelle s'infiltre l'épuisement. Dire non n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de respect de soi. Un rappel que ton temps, ton énergie et ta dignité ne sont pas à vendre à n'importe qui. Le premier conseil est de comprendre qu'un non ne te rend pas égoïste, il te rend conscient. La société a tendance à étiqueter comme dur ou insensible celui qui pose des limites, mais la vérité est que personne ne peut prendre soin de toi mieux que toi. Chaque fois que tu dis oui par peur de décevoir, tu privilégies le confort des autres par rapport à ton bien-être.
Change de perspective. Quand tu dis non clairement, ce que tu dis vraiment, c'est oui à ta santé mentale, à ton but et à ton intégrité. Le deuxième conseil est d'apprendre à identifier ce qui mérite ton énergie. Toutes les opportunités ne sont pas de vraies opportunités. Beaucoup sont des pièges déguisés qui finissent par consommer ton temps. Avant de répondre, arrête-toi pour évaluer si ce qu'on te demande ajoute à ta vie ou ne fait que la soustraire. Si cela ne contribue pas à ton chemin, la réponse doit être non. Cette habitude ne consiste pas à rejeter par habitude, mais à être sélectif et conscient de l'endroit où tu investis ta force. Le troisième conseil est de pratiquer le non avec fermeté et sans trop te justifier. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile de poser des limites est le besoin d'expliquer et de chercher l'approbation pour le faire. Mais souviens-toi, le respect de soi n'a pas besoin de longues excuses. Une réponse brève et claire transmet plus de sécurité qu'un discours plein de justifications. Quand tu apprends à dire non sans culpabilité, ceux qui t'entourent comprennent que tes décisions ne sont pas ouvertes à la négociation. Le quatrième conseil est de travailler sur le ton interne avec lequel tu te parles. Souvent, tu acceptes des choses que tu ne veux pas parce que tu te répètes intérieurement que tu n'es pas assez fort pour refuser, que tu vas perdre la relation ou que tu passeras pour quelqu'un de difficile. Cette voix intérieure est celle que tu dois rééduquer. Chaque fois que tu réussis à dire non à quelque chose qui ne te convient pas, répète-toi que tu l'as fait par respect de toi-même. Ce rappel renforce ta confiance en ton jugement et renforce ta conviction. Le cinquième conseil est d'observer comment ton environnement change lorsque tu commences à poser des limites. Au début, cela peut déranger ceux qui avaient l'habitude de profiter de ta disponibilité, mais avec le temps, ceux qui t'entourent apprendront à te traiter avec plus de respect. Et le plus important, tu commenceras à te sentir plus léger, car tu ne porteras plus de responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes. Le non nettoie ta vie du bruit inutile et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dire non, c'est comme fermer une porte pour en ouvrir une autre plus importante. Tu ne rejettes pas par rejet, tu le fais parce que tu comprends que ta vie ne peut pas être au service de tout ce que les autres attendent de toi. Le respect de soi ne se prêche pas, il se démontre par des décisions, et peu de décisions ont autant de poids que de savoir dire non quand c'est nécessaire. Fais-le avec clarté, avec fermeté, avec conviction, car chaque non que tu prononces est aussi un oui à ta liberté, à ta paix et à ta force intérieure. 7. Vis authentique, sans jouer un rôle. Le masque peut impressionner au théâtre, mais hors de la scène, il étouffe. Plus tu le portes longtemps, plus tu oublies ton vrai visage. Et il arrive un moment où tu ne te souviens même plus de qui tu es sans lui. C'est ainsi que beaucoup vivent, adaptant leur personnalité en fonction des attentes de chaque environnement, cherchant à s'intégrer dans des moules qui ne leur appartiennent pas. L'authenticité, en revanche, ne nécessite pas d'ornement, c'est vivre sans déguisement, même si cela dérange ceux qui attendent une performance. Le premier conseil est de reconnaître les situations où tu as tendance à feindre. Cela peut être au travail, en famille ou avec tes amis. Observe quand tu changes ton ton, ta façon de parler ou tes décisions juste pour plaire. Cette observation est le début de l'authenticité, car personne ne peut être authentique s'il n'identifie pas d'abord où il a cédé. La pratique consiste à te permettre d'être le même dans tous les scénarios, sans versions éditées pour plaire aux autres. Le deuxième conseil est d'oser exprimer tes idées même si elles ne sont pas populaires. La peur de la désapprobation fait que beaucoup se taisent ou répètent ce que disent les autres pour éviter les conflits. Mais chaque fois que tu trahis ta voix pour t'intégrer, tu construis une prison invisible. Commence petit à petit, en disant ce que tu penses vraiment dans des conversations simples, puis emmène-le à des décisions plus importantes. L'authenticité se renforce comme un muscle et ne grandit qu'avec une pratique constante. Le troisième conseil est d'aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. L'incohérence est le terrain où la performance fleurit. Si ta parole promet quelque chose, mais que tes actions montrent le contraire, tu joues un rôle qui tôt ou tard s'effondre. Fais de la cohérence une règle non négociable.
Demande-toi avant d'agir, cela reflète-t-il qui je suis vraiment? Si la réponse est non, ajuste ta direction. Le quatrième conseil est d'arrêter de mendier l'approbation. Le désir d'être accepté est ce qui alimente les performances, parce que tu crois que ta valeur dépend de la validation externe. Souviens-toi que les gens changent d'avis facilement, et si tu bases ton identité sur leur jugement, tu vivras en changeant de masque. L'authenticité naît lorsque tu décides que ta voix intérieure pèse plus que les applaudissements des autres. Cela ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie ne pas soumettre ta vie à leurs attentes. Le cinquième conseil est d'accepter que l'authenticité dérange. Il y aura ceux qui s'éloigneront parce qu'ils préfèrent la version complaisante de toi, celle qui ne dit jamais non, celle qui s'adapte sans protester. Laisse-les partir. L'authenticité filtre, sépare le superficiel du vrai. Celui qui reste à tes côtés lorsque tu vis sans jouer un rôle est celui qui mérite vraiment d'être là. Ce nettoyage des relations n'est pas une perte, c'est un gain. Le sixième conseil est de créer des habitudes qui te maintiennent en contact avec toi-même. Écrire un journal avec tes vraies pensées, réfléchir chaque nuit sur tes décisions ou pratiquer des moments de silence t'aide à ne pas oublier ton essence. L'authenticité ne repose pas seulement sur de grandes déclarations, elle se maintient grâce à de petits rappels quotidiens de qui tu es et de ce que tu valorises. Vivre authentique, c'est marcher sans le fardeau des déguisements qui n'ont jamais été les tiens. C'est avoir le courage de montrer ton vrai visage, même lorsque le monde préfère un masque. Et le plus important, c'est de découvrir que la liberté n'est pas d'être accepté par tous, mais de t'accepter complètement. Cette authenticité n'a besoin ni de scène, ni de public, car elle se soutient seule, et c'est le pouvoir le plus difficile à briser. 8. Avance avec intention et fermeté. La rivière ne demande pas la permission de suivre son cours. Elle ne s'arrête pas parce que quelqu'un la critique, ni ne change de direction par peur de déranger. Elle avance simplement, traverse des rochers, contourne des montagnes et atteint la mer parce que c'est sa nature. Ta vie doit être ainsi si tu veux arrêter de dépendre de la validation externe. Avancer avec intention et fermeté signifie que tes pas ne sont pas marqués par les applaudissements des autres, mais par la clarté de ton but. Le premier conseil est de définir vers où tu marches. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut finit par vivre selon ce que les autres lui imposent. Lorsqu'il n'y a pas de direction, n'importe quelle voix externe peut te manipuler. Fais une pause et écris quels sont tes vrais objectifs, pas ceux qu'on t'a appris à désirer, ni ceux que les autres attendent de toi. Cette clarté est la boussole qui transforme chaque pas en un acte d'intention. Le deuxième conseil est d'agir même au milieu du doute. Beaucoup attendent d'avoir toutes les réponses avant de bouger, mais cette attente éternelle est le piège de la validation externe. Ils veulent que quelqu'un leur garantisse que le chemin est correct avant de progresser. La fermeté naît précisément du contraire, de décider même lorsqu'il n'y a pas de garantie, de faire confiance à ton jugement et d'ajuster en cours de route. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent. Le troisième conseil est de maintenir la constance, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Le manque de reconnaissance externe peut te tenter d'abandonner, mais c'est ici que ta force est mesurée. La rivière ne s'arrête pas parce qu'elle n'atteint pas la mer en un jour. Elle continue parce qu'elle sait que chaque mouvement la rapproche. Ta discipline doit fonctionner de la même manière. Même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre, chaque pas que tu fais a du poids parce qu'il construit du caractère et t'éloigne de la dépendance à l'approbation des autres. Le quatrième conseil est de ne pas reculer par peur du jugement. Chaque fois que tu fais quelque chose de différent ou que tu sors du moule, quelqu'un essaiera de te pointer du doigt. Si tu t'arrêtes pour plaire à ces voix, tu perdras le cap. Avancer avec fermeté signifie apprendre à écouter sans être emporté. Tu peux considérer les critiques utiles, mais ne jamais permettre que la désapprobation te vole ta direction. Ton chemin n'est pas une scène, c'est un parcours personnel qui se renforce à chaque pas décidé. Le cinquième conseil est d'apprendre à marcher léger.
Avancer avec intention ne signifie pas porter tout ce que tu trouves. Souvent, l'excès d'engagement, de relations superficielles et d'attente des autres te vole de l'énergie. Ici, le stoïcisme enseigne l'importance du détachement. Lâche ce qui n'apporte rien, dis non à ce qui détourne ton attention et concentre-toi sur ce qui construit vraiment. La fermeté n'est pas dans le fait de faire beaucoup, elle est dans le fait de soutenir l'essentiel. Le 6e conseil est de pratiquer la visualisation de la fin. Pense à la personne en laquelle tu veux te transformer, à la vie que tu veux construire, et utilise cette vision comme moteur. Chaque fois que le doute apparaît, reviens à cette destination et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. La rivière atteint la mer parce qu'elle coule en direction de celle-ci, même si elle rencontre des obstacles en chemin. Ta vie doit avancer de la même manière, avec le regard fixé sur ce que tu as choisi comme objectif. Avancer avec intention et fermeté ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie ne pas laisser la peur t'arrêter. Cela signifie marcher avec clarté même dans l'incertitude, te tenir même s'il n'y a pas d'applaudissements, choisir ton chemin même si les autres ne le comprennent pas. Lorsque tu apprends à vivre de cette manière, le silence extérieur ne pèse plus, car en toi il y a certitude, et cette certitude est celle qui rend tes pas inébranlables.